Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, l'auteur du blog graine-de-coeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode 42 que j'ai intitulé Les 4 clés, ou 4 clés du moins, c'est pas les seules, pour moins et mieux se disputer. On est fin février 2002. Donc voilà, j'avais créé cette liste début mi-2020, je me souviens plus trop, et j'avais donné des conseils en fait pour aider les gens autour de l'annonce des confinements un peu partout en Europe. Moi, à l'époque, j'étais en Irlande. C'était le premier confinement. L'Irlande en a connu 3 ou 4, un peu plus que nous en France. Mais voilà, et je voyais bien que ça allait causer des problèmes d'être confinés ensemble. Au niveau de la communication, au niveau des tensions, pour les couples qui ont un peu de mal déjà avant le confinement, qui allaient être un peu tout le temps l'un sur l'autre, ça peut être très compliqué. Donc j'avais mis ces 4 clés ensemble, ces 4 conseils, et j'aimerais les partager avec toi aujourd'hui sur le podcast, qui sont toujours très pertinents. C'est des conseils qui sont pour moi éternels, dans le sens où ils se périment pas, quoi. Ils sont pas liés au confinement, ils sont pas liés au Covid, ils sont liés au couple, à la vie à deux, aux tensions qu'on peut avoir, à la manière de résoudre les soucis. Et, euh, et en plus, on est encore un peu en pandémie, 2 ans après, donc potentiellement, c'est encore d'actualité dans ce contexte-là. Mais oui, ça s'étend bien au-delà du Covid, ça s'étend bien au-delà du confinement. Euh, et ce qui est intéressant de se rendre compte, de connaître, en fait, c'était au moment de l'annonce des premiers confinements, il y avait pas mal d'articles sur l'impact que ça allait avoir sur les relations. Moi, j'ai plus suivi, comme j'étais en Irlande et que je berçais dans un milieu anglophone à l'époque, j'ai plus suivi la presse américaine autour de la psychologie, des couples, les auteurs que je suis, les psychologues, les auteurs de couples, les coachs en dev perso que je suivais, où je suis toujours, sont plutôt américains. Et ils parlaient tous plus ou moins de l'impact, oui, des relations. Alors il y avait une augmentation de la violence, notamment, et il y aurait, l'attente, c'était une explosion des divorces, en fait, à la sortie des confinements. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de couples, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Pendant les confinements, il y a eu de la violence, parce qu'on se dispute mal, on se dispute beaucoup, pour rien des fois, enfin pour rien. Ça semble être pour rien, alors qu'il y a des très bonnes raisons à ça, mais voilà. Et donc ça m'inquiétait un peu tout ça. Donc j'avais voulu mettre une liste de conseils pour essayer d'aider un peu les gens autour de moi, les lecteurs. Voilà, un peu mes meilleurs conseils vis-à-vis des disputes et comment faire mieux et moins souvent. Donc voilà, donc ça c'est un peu le contexte. Et voilà, donc on va continuer. Le point d'après pour moi qui est important de préciser, en fait, c'est souvent quand on regarde des couples qui durent et qui ont réussi à préserver une certaine proximité, une certaine intimité, une certaine complicité aussi, c'est des gens qui arrivent à discuter de leurs différends, qui arrivent à gérer les tensions. C'est pas des relations dans lesquelles il y a des non-dits, où il y a des tabous, et alors, il peut y avoir des tabous quand même, mais je suis pas très pour les tabous, je suis plutôt pour une communication ouverte, et notamment c'est des gens qui arrivent à travailler leurs problèmes, entre guillemets. Ils arrivent à les résoudre, quoi. Ils trouvent un compromis, ils trouvent une solution gagnante-gagnante, éventuellement, s'ils y arrivent, etc. Et c'est au-delà de, bien sûr, cultiver l'amour, c'est super important, mais c'est vraiment apprendre à gérer les tensions. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans ce sens-là qu'on va aller. Et en fait, peut-être pour ceux qui ont fait la pandémie en couple, surtout si moi j'ai fait différents confinements, j'en ai passé en centre-ville de la capitale irlandaise à Dublin dans un petit appart, et je l'ai passé à la campagne en Sud-Isère en France. Et la qualité du confinement n'est pas du tout la même. En Sud-Hiver en France, j'avais des voisins dans le village avec qui on pouvait se voir, avec qui on pouvait se parler, avec qui on se rejoignait, etc. Et alors que en Irlande, dans un appartement, on connaissait personne, on connaissait pas les voisins, c'était la grande ville, tout le monde était flippé, stressé, on serait cru dans une ville fantôme. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont vraiment difficiles et différentes. Donc selon la qualité de votre relation, le type de partenaire que vous avez, le type de personne que vous êtes, que tu es. Et c'était vraiment un vrai test pour la robustesse de votre couple, la communication de ton couple. Et c'est des choses qui ont pu vous construire ou vous détruire, vous rapprocher ou vous éloigner, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'entre les deux. Soit on se rapproche, soit on s'éloigne, soit on construit la relation, soit elle s'abîme, entre guillemets. Donc voilà, c'était un petit. Ça peut être intéressant de regarder un peu ce qui s'est passé ces 2 dernières années dans ton couple, de voir ce que tu as bien fait, mal fait, de voir même sans se juger, sans se fouetter, voilà, juste en se disant voilà, ça on a réussi, on a bien négocié, c'était un vrai challenge pour nous, ça bon, c'était un peu plus compliqué, on n'a pas vraiment réussi à en parler, et voir si les clés que j'amène aujourd'hui auraient pu t'aider dans cette période-là, ou si les clés que j'amène aujourd'hui veulent simplement t'aider à l'avenir.
Et sans plus attendre, on va donc passer aux clés. Donc la clé numéro 1, c'est une des sources de disputes qui est vraiment là souvent, c'est la frustration. Alors j'ai fait un article il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, je fais un article par semaine, donc entre 2 et 8 semaines je dirais. C'est vraiment qui explore plus la frustration, donc c'est sur grain-2-coeur.fr qui va vraiment explorer ça en plus en profondeur, mais aujourd'hui j'aimerais parler de la frustration sous différents angles. Déjà, il faut comprendre que des fois elle n'est pas reliée à votre relation de couple, mais du coup elle est ramenée dans notre relation de couple. Il y a cette phrase que j'aime bien, ou cette image qu'en gros après une journée de travail, quand on est lessivé à la maison, on ramène les restes. Et c'est pas complètement faux en fait, hein. Pour beaucoup de personnes, vous avez pris soin des enfants toute la journée, vous avez pris soin de vos collègues, du boulot, du stress, des deadlines, des projets, des trucs, et vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, lessivé, rincé, et en fait on ramène les restes à la maison. Et voilà, et c'est assez dommage en fait, entre guillemets, de vivre une vie qui cause ça. Alors c'est compliqué d'en sortir, mais déjà cultiver votre bien-être, bon, c'est pas vraiment le but du sujet non plus aujourd'hui, mais voilà, faire des choses en termes autour de vos routines, de vos habitudes, faire des changements dans votre travail, dans vos habitudes de travail, dans votre perception, dans votre état d'esprit au travail, etc. Pour peut-être que ça vous prenne moins d'énergie, que ça vous prenne moins de choses, et que vous arriviez à la maison avec plus d'énergie, une meilleure énergie, on va dire que vous ramenez un peu plus que les restes. C'est important, mais ça peut être aussi votre santé. Des fois, on est un peu dans la dépression, des fois on est un peu anxieux, des fois on est malade. Et le problème, c'est qu'on va ramener ça dans la relation, mais c'est pas tant le fait qu'on le ramène dans la relation. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas la relation comme un outil, comme un support, comme quelque chose qui va nous aider en fait. Et au lieu de voir notre partenaire comme un allié, on va remettre dessus cette frustration de manière assez inconsciente. On va critiquer, on va juger, on va dire pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, etc., etc. Comme si c'était eux le coupable en fait. C'est un peu notre manière à nous de passer nos nerfs. On va faire ça sur notre partenaire. Et ça se fait aussi entre enfants, hein. Moi je sais que c'est quelque chose qui a été fait dans ma famille. Il y en a un qui a embêté celui d'en dessous, donc celui qui se faisait embêter entre guillemets, il embêtait le plus petit, etc. Et j'ai vu cette image sur les réseaux sociaux l'autre jour du mari qui se fait engueuler par son patron de manière très violente. Du coup il rentre, il engueule sa femme, et sa femme elle engueule son gamin, et le gamin il engueule son petit ourson quoi. Et voilà, la violence, la tension, la violence, la fatigue, ça se transmet en fait, et on ramène ça de manière entre guillemets pas. Voilà, on sert de notre partenaire comme punching ball quoi, un peu. Pas littéralement, certaines personnes le font et c'est assez grave, pour pas dire très grave, mais vraiment plus verbalement, émotionnellement. Voilà, on va remettre cette tension, cette frustration, on va la ramener dans le couple vers notre partenaire. Et donc ça, c'est évidemment à éviter, et à réussir à utiliser notre partenaire comme un allié, comme un équipier en fait. C'est quelque chose que j'aime bien amener souvent, j'en parle souvent, je ne vais pas étendre le concept de l'équipe sur le couple, mais c'est travailler à deux contre le problème. Pas travailler chacun de son côté avec le problème au milieu, comme si on faisait une partie de ping-pong avec le problème entre guillemets, en se le renvoyant et en se mettant des coupés, des smashs dans la tête, etc. C'est plus être des deux du même côté contre le problème. C'est ça, c'est le concept d'équipe. Il se peut aussi que la frustration elle vienne de votre couple. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être la deuxième clé, on va l'explorer un peu plus dans une minute, mais c'est simplement, pour faire simple, hein, c'est probablement que vous avez des besoins qui ne sont pas exprimés, ou vous avez des limites qui ne sont pas respectées. C'est souvent l'un ou l'autre. Si vous êtes frustré dans votre relation, il peut y avoir d'autres manières de regarder la frustration, et d'autres outils de lecture que les deux que je vous donne là, mais c'est une bonne manière de le faire, de regarder est-ce que j'ai des besoins qui sont insatisfaits, et est-ce que j'ai des limites qui ne sont pas respectées. Et du coup la suggestion ici, c'est d'apprendre déjà à reconnaître ses besoins, parce que beaucoup d'entre nous on n'est pas vraiment capable de faire ça bien. On se sent frustré, on se sent énervé, on en veut à notre partenaire, on boude pour ci, on se sent inconfortable pour ça, etc. Mais on ne se rend pas vraiment compte du besoin qu'on a. Et donc il y a cette première étape d'apprendre à les reconnaître, c'est un travail personnel, et ensuite d'apprendre à les exprimer, là aussi c'est un travail personnel, éventuellement de couple, pour apprendre à bien communiquer, et enfin à les satisfaire. Donc là pareil, quelque chose à faire personnellement ou en couple, selon si c'est un besoin qui se satisfait à deux ou tout seul. Ce que je voulais amener aussi, un dernier point sur la frustration, c'est que c'est quelque chose qui peut s'évacuer, qui peut s'autogérer. Des fois, quand on est frustré, il n'y a pas besoin d'en faire grand-chose, si ce n'est aller faire une bonne séance de sport.
aller crier dans les bois, l'écrire sur un journal, faire du journaling comme ils appellent en anglais, méditer. Il y a tout un tas de pratiques en fait pour soit transmettre la tension d'une manière ou d'une autre. En fait, en gros, la frustration, la tension, c'est un signe qu'il faut faire quelque chose de ça en fait. Donc il faut mettre une limite au travail, il faut mettre une limite dans votre relation, il faut satisfaire un besoin. Si c'est juste une sorte de frustration, de tension, d'énergie un peu tendue, peut-être que une bonne séance de sport, une bonne transpiration, une bonne séance de sport avec de la transpiration, ça vous fera du bien. Ou aller nager, ou vous promener en nature, ou voilà. Ça peut être, il y a des gens qui vont l'exprimer plus dans la violence, dans la physicalité, avec du sport, de la boxe, etc. Il y a des gens qui vont plus le faire avec une introspection, un travail vers l'intérieur, avec la méditation, le journaling, etc. Donc ça, c'est un peu à vous de voir quels sont vos moyens. Mais rendez-vous compte que c'est aussi, en fait, j'en parle parce que la frustration, le stress, etc., c'est pas qu'une émotion, c'est une chimie de votre corps, en fait. Chimiquement, il se passe quelque chose dans votre corps. Si vous faites rien, cette chimie, elle va s'installer, elle va rester, peut-être elle va rester plus longtemps parce que vous n'avez pas cherché à la changer. Et votre corps va s'habituer un peu à cette chimie, il va peut-être chercher à la reproduire, entre guillemets. Et du coup, ce qui peut être intéressant, et l'une des clés en développement personnel pour un peu contrôler, vous voyez des gens qui vous disent, bah oui, on peut choisir ses émotions, on peut choisir d'être heureux, etc. C'est pas juste un choix mental, souvent. C'est avoir des outils qui permettent de changer ce qui se passe à l'intérieur de nous, la chimie de notre corps. Si vous suivez Tony Robbins, même pas mal d'autres coachs, vont vous dire que c'est la physiologie en premier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'énergie, que vous êtes dans le canapé, affalé, etc., vous n'allez rien changer dans votre vie. Il faut d'abord vous mettre dans une énergie, de créer de l'énergie. Donc, encore une fois, le sport. Pour d'autres, ça peut être trouver, encore une fois, de la méditation, etc. Peu importe ce qui vous parle, comprenez que c'est un signe qu'il faut transformer ça. Et que ce soit le verbaliser ou que ce soit l'exprimer dans votre coin, entre guillemets, avec le sport ou le journaling, la méditation, tout ça. Donc ça, c'était la première clé autour de la frustration. La deuxième clé, c'est apprendre à reconnaître ses besoins, puis à les exprimer. Donc là, on en a déjà parlé un peu, parce qu'en fait, oui, des besoins pas satisfaits, c'est frustrant. Et vraiment, quoi, ça peut être des petites choses, des fois, c'est juste une petite attention, sentir qu'on est aimé. Des fois, ça peut être, pour beaucoup de couples, c'est autour de la sexualité. Mais rendez-vous compte que s'il y a un besoin sexuel, c'est souvent un besoin émotionnel avant tout, en fait, qui se cache derrière. Et voilà, ça frustre très vite. Donc, en fait, tu peux imaginer qu'à chaque fois que tu es sur l'attaque, sur la défensive, que tu en veux à ton partenaire, c'est vraiment un de tes besoins qui n'est pas satisfait ou une de tes limites qui n'est pas honorée. Et déjà, si tu fais cet effort-là, tu te dis, bon, ok, un peu frustré, un peu énervé, un peu tendu, pourquoi j'ai envie de lui reprocher ça, pourquoi j'ai envie de faire peut-être un commentaire un peu à la con, pourquoi je me renferme, de se poser, est-ce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, est-ce que j'ai une limite qui n'a pas été honorée. C'est déjà un bon début, une bonne grille de lecture, un bon point de départ. Ensuite, une fois que tu as réussi à conscientiser un peu ce qui va pas, dire bah oui, en fait, j'avais besoin d'un câlin, en fait, je sais pas, ça fait quelques jours qu'on s'est pas vraiment connecté, je sens que la relation, je sais pas, s'il y a quelque chose qui me manque, en fait, c'est pas nécessairement, ça remet pas en cause la relation, mais on sent est-ce qu'il y a une tension, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, est-ce qu'il se passe quelque chose dans sa vie, dans ma vie, et des fois on est un peu entre les deux, on se dit on a du mal à se retrouver, on a du mal à se rencontrer, on a du mal à voir l'autre, à être vu, et ça peut être juste ça peut créer déjà des tensions. Donc une fois qu'on a conscience de ce qui vous manque, ça peut être juste une question d'espace aussi, vous avez peut-être besoin d'une heure pour aller faire un truc pour vous balader dans les bois, pour prendre un bout de papier, faire un dessin, enregistrer un podcast, peu importe ce que c'est, mais il y a peut-être un besoin aussi comme ça. Et en fait, donc vous prenez conscience de ça, et ensuite c'est apprendre à l'exprimer. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué, et ça va nous lier entre guillemets à notre clé 3 qu'on va voir dans un instant. C'est apprendre à mieux communiquer, c'est apprendre à dire, c'est pas à dire à l'autre, tu m'as pas fait de câlin depuis 2 jours, je suis en manque de câlin. Non, ça c'est une attaque personnelle, on pousse la faute sur l'autre. Est-ce que nous, on a été capable d'exprimer notre besoin de tendresse, notre besoin d'amour, notre besoin d'embrasser, notre besoin de câlin? Est-ce qu'on a réussi à faire ça? Est-ce qu'on l'a fait assez? Est-ce qu'on l'a fait de manière assez claire, etc., etc. Donc c'est se réapproprier un peu nos besoins, parce qu'en fait, on est responsable à 100% de nos besoins. Il n'y a personne d'autre qui est responsable de nos besoins. Alors certes, notre partenaire, il peut anticiper, elle peut anticiper, etc. Mais tu es la seule
responsable de tes besoins, et à 100%. Et donc, s'il y a des besoins à satisfaire, c'est à toi de faire en sorte qu'ils soient satisfaits, tout simplement. Et en fait, d'arriver à amener cette prise de conscience, d'arriver à le communiquer dans ton couple, tu vas te rendre compte que ça peut être une belle manière de faire grandir ton couple et toi-même. Donc toi déjà, tu vas prendre la responsabilité de tes besoins à 100%, et tu vas apprendre à ton partenaire à te connaître. Tu vas apprendre à ton partenaire, déjà toi tu vas te connaître mieux aussi, et vous allez voir que les choses sont vachement plus fluides quand on se les dit, quand on dit voilà, là j'ai besoin d'un câlin. Voilà, est-ce que tu as le temps? Est-ce qu'on peut se retrouver dans 10 minutes? Je vois que tu es en train de faire quelque chose, mais j'ai un besoin de toucher physique, j'ai un besoin de te sentir dans mes bras, de te prendre dans mes bras, que tu me prennes dans tes bras, etc., etc. Et ça, c'est OK. C'est OK d'avoir cette vulnérabilité-là, de comprendre son besoin, de savoir l'exprimer. Et éventuellement, pas être un enfant capricieux qui demande le besoin maintenant, tout de suite, exactement comme on veut, mais aussi être un adulte et se rendre compte que des fois, c'est pas le bon moment pour notre partenaire. Et que peut-être ce sera à nous faire notre propre câlin, et d'aller se mettre en boule dans le lit, et puis prendre un oreiller dans nos bras, et s'imaginer que c'est notre petit enfant intérieur, ou que c'est nous-mêmes, ou s'envoyer de l'amour, j'en sais rien, et ça peut marcher en fait, une fois que vous êtes un peu habitué à ça. Pour ceux qui ont fait du travail sur votre enfant intérieur, ça vous parlera sûrement, et c'est des choses qui peuvent faire du bien en fait, de se parler à soi-même, de se dire je m'aime, ou je t'aime, ou voilà, de se le dire tout seul, de se rassurer, de se réconforter. C'est important de cultiver ça aussi, et pas juste de dépendre de l'autre, et de trouver un équilibre entre l'autre et nous, et éventuellement nos amis aussi. Si notre chérie n'est pas disponible, peut-être qu'il y a cette solution ailleurs. Et il faut aussi comprendre, et c'est le dernier point sur cette deuxième clé, qu'il ne faut pas attendre que notre partenaire devine nos besoins. Bien sûr, on l'a tous vu dans les films, dans les chansons, la télépathie des couples amoureux, etc. On sait lire dans les pensées des autres, on devine les besoins. La réalité est que ça ne marche pas du tout comme ça, que si c'est votre mode de fonctionnement, vous êtes probablement plus frustré que ça marche. C'est possible qu'au bout d'un certain temps, que même rapidement dans la relation, il y ait certaines choses, certains besoins que vous comprenez, que vous anticipez, que vous savez gérer, etc., qu'il n'y a pas vraiment besoin d'exprimer. Et ça, ce sera toujours là. Vous voyez la tête de votre chérie, vous savez qu'elle veut un câlin, vous savez qu'elle veut ci, vous savez qu'il se passe ça, etc. Ça, c'est normal. Par contre, attention à ne pas jouer au sauveur, à ne pas vous mettre dans une position de à chaque fois que je vois qu'il y a un besoin, je vais faire un effort, même si je m'oublie un peu, pour qu'elle aille mieux ou qu'il aille mieux, et derrière se poser dans une position de sauveur et de créer une inégalité dans le couple. Laissez aussi une chance à votre chérie, à votre partenaire de gérer ses besoins, d'apprendre à les exprimer, parce que si vous cherchez à les anticiper, vous leur apprenez pas à les exprimer. Et la clé de ce point-là, c'est d'apprendre à exprimer ses besoins et de les reconnaître aussi. Donc c'est important. Et des fois, on satisfait un besoin d'une manière, alors que c'est pas vraiment ce besoin-là, c'est pas vraiment la bonne manière, et il y a d'autres manières de faire qui peuvent être plus appropriées si notre partenaire avait juste pris le temps peut-être de réfléchir un peu, de se rendre compte de ce qui se passe, etc. Donc voilà. Clé numéro 3, partager et écouter. Donc là, on retombe sur la communication. Je voulais ouvrir indirectement, de manière assez directe, en disant que, en fait, les chances sont que tu communiques mal et que tu écoutes mal. Et que tu partages pas assez. C'est très très probable, en fait. En fait, si on était des bons communicateurs, si toi et moi, si le reste du monde, on vivrait dans une société qui serait assez différente, et on vivrait des relations de couple assez différentes que les relations de couple qu'on vit. Et alors, je jette la pierre à personne, je suis le premier à m'inclure là-dedans. On a plein de bonnes raisons à ne pas vouloir partager, à ne pas savoir partager, ou à ne pas vouloir entendre correctement l'autre, vraiment à prendre le temps de vraiment entendre ce qu'ils ont à dire. On a développé des automatismes en termes au niveau de la société, dans nos familles, dans les écoles, etc., en termes de communication qui font qu'on coupe la communication, on coupe l'ouverture, on coupe l'accueil tout de suite, on dit « Ah mais c'est pas grave », alors que si l'autre il est triste, c'est pas grave pour nous, mais si l'autre il est triste, on peut accueillir sa tristesse plutôt que de lui dire que c'est pas grave et qu'on s'en fout, pas qu'on s'en fout, mais pas loin, parce qu'il nous met mal à l'aise, en fait. On voit la tristesse de l'autre, on est mal à l'aise, on est là, ah, c'est pas grave, c'est pas grave, arrête de pleurer, etc. Non, t'as envie de pleurer, pleure, et à réussir à l'accueillir, en fait. Donc partager, c'est aussi avoir la capacité d'accueillir ce qui est là pour nous et de l'exprimer à l'autre, et écouter, c'est avoir la capacité d'accueillir ce qui est là pour l'autre. Et ça marche dans les deux sens. Donc nous, notre capacité de partager et notre capacité d'accueillir et celle de notre partenaire. Et ça, c'est super important. Et en fait, l'inertie de notre passé, tous ces automatismes qu'on a développés, comme je te disais il y a 2 secondes, le « Ah, c'est pas grave, mais t'en fais pas, ça va aller mieux tout de suite », là, ces automatismes qu'on a de rassurer l'autre,
d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux tout de suite, sans accueil, sans bienveillance, etc. Même si on n'est pas malveillant, mais c'est pas un niveau de bienveillance. Voilà, quand on accueille quelqu'un vraiment là où il en est dans sa tristesse, dans sa colère, dans son amour, dans sa joie, qu'on fait pas le rabat-joie quand ils sont joyeux et qu'on fait pas le joyeux quand ils sont tristes, quand on accueille vraiment l'autre, il y a une beauté, il y a une bienveillance magnifique là-dedans. Et en fait, c'est important d'arriver à aller vers ça. Donc, ce que je voulais dire, je reviens un peu à ma pensée de base que j'ai pas finie, c'est l'inertie de notre passé, c'est-à-dire ce qu'on a appris dans nos familles, dans la société, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire mieux, pour ne pas apprendre à faire mieux. Si on a appris à mal faire, entre guillemets, à pas bien faire, on peut apprendre à faire mieux. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast, c'est pour créer des outils, pour vous partager des outils, pas les créer, parce qu'ils existent déjà. Hein. C'est pas moi je vais pas réinventer la roue. La roue, elle est déjà là. Il y a absolument une pléthore, enfin, il y a des tonnes d'outils dans le monde aujourd'hui autour de la communication non violente, bienveillante, etc. En psychologie autour de ça. Chacun peut trouver ce qui lui parle, ce qui marche mieux pour lui, etc. Il y en a plein. Donc c'est pour partager moi ce que j'ai trouvé, ce que j'ai croisé le long de mon chemin de vie, de ce que je connais qui marche, que j'ai essayé dans ma vie, etc. Pour vous aider à aller vers ce mieux communiquer, à aller vers cette bienveillance, cette capacité d'accueil émotionnel, cette résilience émotionnelle pour vraiment accueillir l'autre, pour vraiment être capable de tout entendre et de tout dire. Nos plus grandes peurs comme nos plus grandes hontes, comme nos plus grandes joies et nos plus grands rêves. Être capable de tout dire, les rêves comme les peurs, les joies comme les hontes. Et vraiment créer des relations où ça c'est possible, de l'exprimer, de dire moi je serais fou de faire ça avec toi ou de faire ça dans ma vie ou de faire ce truc qui peut paraître complètement ridicule, mais voilà. Et puis ma plus grande peur c'est ça aussi, je suis complètement terrorisé par ça, j'ai ces pensées-là qui me font peur, et vraiment être capable de partager et d'accueillir. Donc je vais te proposer 2 solutions un peu concrètes. Et avant ça, je voulais juste préciser que pour les couples qui ont vraiment du mal en termes de communication, vous clashez vite, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de disputes, vous vous emballez en 2 secondes, vous partez au quart de tour, vous vous trouvez super sanguin, etc. Faire ce chemin tout seul, c'est compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué pour beaucoup d'entre vous. Je vous conseille de vous éduquer sur le sujet, de lire des bouquins sur la communication non violente, sur la négociation éventuellement. J'ai oublié le titre de ce bouquin-là, mais c'est un bouquin que j'ai lu en anglais qui m'a fait beaucoup de bien autour de la communication, justement. J'ai oublié le nom, c'est pas grave, mais ça parle pas mal des techniques de négociation et des choses pour vraiment aller dans la psychologie de la communication, en fait. Et c'était intéressant de voir à quel point c'est applicable, sans manipuler, hein, vraiment dans la bienveillance, de l'authenticité, de communiquer avec l'autre. Et il faudra peut-être vous faire accompagner aussi, que ce soit du coaching. Moi, je propose du coaching. Vous pouvez me contacter sur le formulaire de contact du blog graine-2-coeur.fr, donc www.graine-2-coeur.fr. Il y a un formulaire de contact, vous pouvez me contacter ou juste me dire que vous êtes intéressé par du coaching, et puis on échangera un peu pour voir si travailler ensemble ça fait du sens. Mais il faut peut-être passer par une formation autour du couple, autour de la communication. Il y en a des tonnes, un accompagnement en psychologie avec un psychologue, il y a des thérapies plus parlées, plus qui passent par le corps, parce que des fois aussi, quand on a des réactions très fortes et très émotionnelles, c'est peut-être qu'on a eu des traumas qui sont un peu ancrés, on va dire, qui sont ancrés en nous, et des choses qu'on a besoin de guérir, des blessures du passé. Et voilà, la thérapie, le coaching sont des belles manières, les stages de dev perso, quelle que soit la forme, des enseignements spirituels comme tout ce qui tourne autour de la méditation dans le bouddhisme ou le yoga, etc. Enfin, vous avez des tonnes d'outils, encore une fois. Hein. Moi, j'en partage certains, mais vous avez vraiment le choix dans votre choix d'outils. Les 2 que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai une tonne. Moi, la communication, c'était vraiment comme ça que j'ai commencé Graine de Cœur, le blog, le podcast. J'ai vraiment commencé autour de l'axe de la communication, parce que c'est ce que j'ai développé le plus dans mes relations. Est-ce que j'étais le plus à l'aise au moment où j'ai créé le blog, en fait. C'était vraiment sur ce côté-là. Depuis, il y a d'autres choses, je parle d'autres sujets, j'ai étendu ça, mais j'avais vraiment commencé autour de la communication et un peu du développement personnel. Et donc j'ai beaucoup de contenu, j'ai beaucoup de choses autour de la communication qui partagent des clés, des outils, des états d'esprit, etc. etc. Et j'ai un bonus aussi sur le blog, donc www.graine-2-coeur.fr. Vous pouvez laisser votre prénom et votre email. Vous allez recevoir un e-book qui a 5 outils pour mieux communiquer, en fait. Donc vous pouvez commencer par là, il y a beaucoup de choses. Je vous encourage aussi à aller voir des vidéos sur la communication non violente, c'est assez populaire en France, donc il y a pas mal de contenu en français. Mais vous avez plein d'autres méthodes qui marchent aussi bien, qui sont basées plus ou moins sur la même chose et qui sont très efficaces aussi, qui peuvent être intéressantes. Donc la première solution, c'est vous éduquer, entre guillemets, c'est apprendre à communiquer de manière
théorique, et puis après le mettre en pratique. Donc on a vu quelques exemples aujourd'hui, et puis il y en a plein d'autres sur le blog. Et la deuxième, c'est si vraiment il y a un manque de communication, mais pas juste que vous vous disputez dans votre couple, mais vous parlez pas de votre journée, vous parlez pas de votre vie, vous savez pas, il y a cette déconnexion, quoi. Vous n'êtes pas impliqué dans la vie de l'un de l'autre, et ça vous manque. Il y a des gens qui ça va bien, hein. Il y a des gens qui ça va de pas parler de tout ça. Moi, je me questionne quand même sur l'intimité qu'a vraiment le couple dans ces cas-là. Mais si ça vous va, votre communication, c'est OK. Votre niveau de communication. Par contre, si vous avez le sentiment que vous avez besoin de plus, de parler de la journée, mais pas que de ce qui s'est passé factuellement, de vos émotions, de comment vous vous sentez, peut-être il se passe quelque chose dans votre famille, vous avez du mal à trouver l'espace pour en parler, etc. Ce que je vous encourage à faire, c'est de créer une routine de partage. Moi, j'ai fait ça dans une relation avec mon ex-femme. On avait fait ça pendant plus d'1 an, tous les soirs. Avant d'aller se coucher, on prenait, ça dépend du temps que vous y accordez, mais ça peut prendre quand même 1 heure, une demi-heure selon le format que vous faites. Mais c'est vraiment important parce que ça permet vraiment de se connecter à l'autre. C'est super, tu te sens bien après, ça fait du bien, on se sent amoureux, on se sent proche, on sait ce qui se passe dans la vie de l'autre, dans le cœur de l'autre, etc. C'est super intéressant comme pratique. Ça prend du temps, ça demande un effort. Mais si vous tenez à votre relation, ben voilà, la relation c'est des efforts, hein. Si votre relation va plus, que vous n'êtes pas prêt à faire d'efforts, ça ira pas mieux, hein. Ce sera pas un mariage, faire des enfants, partir en lune de miel, partir en vacances. En général, dans ces cas-là, vos vacances c'est pas terrible, hein. Quand ça va pas, que vous n'avez pas fait d'efforts et que vous dites ça ira mieux avec les prochaines vacances, ben regardez un peu comment ça s'est passé dans le passé, écoutez un peu autour de vous comment ça se passe quand les gens sont vraiment honnêtes. C'est pas joyeux. Donc voilà, ça demande des efforts. Et ce que je vous propose comme exercice pratique, on va dire concret, c'est de prendre un moment dans la journée, le matin, le soir, avant d'aller vous coucher, à la pause déjeuner, peu importe, et c'est de parler à tour de rôle. Donc il y a une personne qui va parler pendant, on va dire, essayer au moins 10 minutes, voire un quart d'heure. L'autre il dit rien, absolument rien. Et juste il écoute, il est présent, il ou elle écoute, et vous parlez de votre journée, de ce qui se passe dans votre vie, de la journée de la veille si vous faites ça le matin, etc., des émotions, de ce qui se passe factuellement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais avec mon boss, j'étais trop stressé, puis j'ai pensé à nos vacances, et puis là j'ai ma mère qui m'a appelé, etc., etc. Et l'autre à la fin de ces 10 minutes, un quart d'heure, donc donnez-vous 10 minutes, un quart d'heure pour vraiment chercher des choses que si vous devez le faire en 2 minutes, vous ne penserez pas à dire, quoi, pour vraiment creuser un peu votre journée et partager votre univers intérieur. Ce qui est important ici, c'est de partager son univers, c'est de faire inviter notre partenaire dans notre univers à nous. C'est ça qui charme, c'est ça qui fait du bien dans le couple, c'est d'être dans l'univers de l'autre et pas juste être à la surface de son monde sans jamais y pénétrer, en fait. C'est rentrer dans l'univers de l'autre. Et après, l'autre va répéter. Il va répéter rapidement, entre guillemets, ce qu'il a vu, mais prendre 3, 4, 5 minutes, dire, bah voilà, là, il y avait un truc avec ton boss, il y avait un truc avec ta mère, puis après, tu as pensé à nos vacances, jusqu'à ce que la personne qui est partagée soit comprise. Donc, si c'est vous qui partagez en premier, bah, votre chéri, par exemple, répète, et puis vous dites, oui, non, tu m'as pas compris, ah ça, je voulais dire que, etc., etc. Et vous y reprenez à quelques fois, ou du premier coup, peu importe, et après, vous inversez les rôles. Et voilà, et ça va vous prendre, si vous faites 10 minutes chacun, plus 5 minutes pour répéter, vous voyez que ça prend vite une demi-heure. Si vous faites un quart d'heure chacun, puisque vous galérez un peu à répéter, ça peut vite prendre 1 heure. Et ça, c'est vraiment un rituel qui peut vous aider à créer de la proximité, à rentrer dans l'univers de l'autre, à recréer de la complicité, à vraiment vous rapprocher l'un de l'autre si vous êtes un peu éloigné. Encore une fois, ça prend du temps, mais si c'est une relation qui pour vous en vaut la peine, il va falloir trouver des manières de faire. C'est une manière de faire que je vous propose, et il y en a plein d'autres sur le blog. La clé numéro 4, c'est cultiver la gratitude. En fait, je l'ai mis là parce que même si ce n'est pas nécessairement un outil pour gérer les tensions, en fait, vous allez vous rendre compte, tu vas te rendre compte que quand tu arrives à cultiver de la gratitude pour ton partenaire, eh bien, ça se passe beaucoup mieux. On voit les choses de manière différente. On a moins envie de se prendre la tête parce qu'on a rééquilibré les choses dans notre esprit. Avant, dans notre esprit, notre partenaire... elle était comme ci, il était comme ça, il pensait qu'à lui, il pensait qu'à ça, parce qu'on se focus sur le négatif. Le ratio en couple, d'après le docteur Gottman, c'est quelqu'un qui a fait des 40 ans de recherche sur le couple aux États-Unis, un psychologue, c'est que le ratio d'interaction positive et négative pour maintenir une relation saine, c'est de 9 à 1. Il faut 9 positifs pour 1 négatif en couple. Donc si vous commencez à vous rappeler de 3 choses négatives dans la journée, en théorie, il va falloir en trouver 27 positifs pour équilibrer. Il va falloir qu'il se soit passé 27 interactions positives dans la journée. Et en fait, souvent, elles sont là, ces interactions positives. C'est juste qu'on les prend pour acquises, on ne veut pas les regarder, on oublie, on ne se rend même pas compte que c'est là. Voilà, je sais pas, on rentre du boulot, la bouffe, elle est faite, la table, elle est mise.
on va se coucher, je sais pas moi, la maison a été un peu arrangée, etc. Ou c'est nous, on fait le lit tous les matins, on prépare la chambre, on aère, on ouvre la fenêtre pour aérer, puis notre partenaire, elle s'en rend plus compte, il s'en rend plus compte, enfin voilà. Des petites choses comme ça qui font du bien, qui sont appréciables, qu'on oublie. Et cultiver la gratitude, ça veut dire prendre le temps pour tout ça en fait. C'est-à-dire que vous pouvez le faire à deux. Nous, on le fait avec ma chérie, on le fait actuellement le matin. On se lève le matin et on partage 3 à 5 choses pour lesquelles on a de la gratitude. On essaie de parler du couple, mais pas que. On essaie de parler de nos vies aussi, d'autres choses. Et si vous le faites par écrit, ça peut aller plus vite. Alors faites-en 5 ou 10 pour lesquels vous avez de la gratitude. Là, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de le faire envers votre couple, envers votre partenaire. Qu'est-ce que votre couple amène dans votre vie? Qu'est-ce que votre partenaire amène dans votre vie pour lesquels vous pouvez avoir de la gratitude? Et prenez un peu le temps parce que si vous en faites une ou deux, c'est facile. On se rappelle des gros trucs, on se rappelle des choses qui sont marquantes. Alors que si vous allez à 5, si vous allez à 10, il va falloir commencer à réfléchir, à repenser votre journée. Qu'est-ce qui s'est passé à 8h, 9h, 10h? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah ouais, il y a le repas. Puis on a eu une belle conversation. Puis en plus, elle a rigolé, c'était super. J'ai de la gratitude pour son humeur parce que quand elle sourit, moi, ça me rend amoureux, etc. Et on va se rappeler les petits détails comme ça. Et c'est là qu'on va commencer à vraiment cultiver la gratitude, à se rendre compte de la beauté de notre relation plutôt que de se rendre compte que des problèmes. Et pour avoir travaillé 10 ans dans l'assistance clientèle, dans les relations humaines, etc., d'une manière générale, les personnes, moi aussi, on voit que les problèmes, on se rappelle des problèmes, on se laisse plomber par les problèmes, alors qu'il y a tant de choses qui sont belles, qui sont agréables dans la vie, et on a besoin des fois de mentalement de faire l'effort de rééquilibrer ça en fait. Pour certains, ça ne se fera pas tout seul. Et en cultivant la gratitude, vous allez apprendre à le faire tout seul plus naturellement. En fait, moi, depuis que j'ai des routines de gratitude dans ma vie, ça fait plus ou moins 5 ans que j'en ai régulièrement. Oui, je suis une personne vachement plus positive qu'il y a 5 ans. J'étais déjà assez positif comme mec, mais ça a vraiment eu un impact sur moi de cultiver la gratitude régulièrement, tous les jours, pendant des périodes de ma vie, pendant plusieurs années de suite. Ça change les choses en fait. Donc voilà, cultiver la gratitude. Je vais juste relire mes notes, parce que j'ai peut-être pas tout dit, comme j'ai un peu déraillé de mon ordre, entre guillemets, de ce que je voulais couvrir. Trouver de la gratitude pour les petites choses de la vie. Il y a sûrement plein de bons moments dans ta journée qui valent le coup. Vous pouvez le faire à deux, encore une fois, ou dans votre coin à l'écriture. Et voilà, le dernier point qui est important au niveau de la gratitude, c'est plus fort, c'est plus puissant si on arrive à s'y connecter émotionnellement. Et je sais que c'est difficile, même moi des fois j'ai du mal encore, j'y pense mentalement à ce qui s'est passé, j'exprime verbalement de la gratitude, mais sans vraiment revivre le moment mignon, le moment charmant, le moment où je me sentais amoureux, etc. Vraiment sans le revivre émotionnellement. Si tu as la capacité d'arriver à revivre ce moment-là émotionnellement, vas-y fonce. Si tu l'as pas, si c'est difficile, fais l'effort. Essaie de te connecter à la tendresse, à l'amour, à la bienveillance du moment, à l'émerveillement de ce petit sourire, de ce petit rire, de ce moment où vous avez fait l'amour, ou ce moment où il s'est passé quelque chose dans la journée, où elle t'a servi de la nourriture, ou je sais pas moi, tu t'es sorti des courses de la voiture et elle s'est sentie aux anges parce qu'elle avait mal au dos, j'en sais rien, n'importe quoi, des petites choses comme ça qui peuvent paraître ridicules des fois, mais quand on a pris le temps de regarder notre partenaire, de voir ce qui se passe en eux, de voir le sourire, l'émerveillement, ça vaut le coup de s'y reconnecter, ça vaut le coup d'en profiter. Des fois en anglais ils appellent ça du flooding, donc les floods c'est j'ai oublié le mot français, c'est quand il y a des débordements avec les rivières, les inondations en fait. Et donc c'est entre guillemets volontairement se faire une inondation d'émotions positives, d'amour, de tendresse, de bienveillance, en se connectant à la gratitude en fait. C'est important pour les couples, c'est très très important, c'est une pratique intéressante sur vos vacances, sur les moments importants de votre vie, de les revoir à deux et de vous reconnecter à tout ça et de faire une sorte de débordement, j'aurais oublié le mot français, mais un petit peu de flooding émotionnel. Voilà, donc aujourd'hui on a vu 4 clés, donc on a vu comment mieux gérer ses frustrations, on a vu que la frustration ça pouvait venir du couple ou pas du couple, on a vu que la frustration c'était souvent lié à la deuxième clé, c'est reconnaître ses besoins, les exprimer, reconnaître ses limites, les exprimer, et que éventuellement la frustration des fois aussi c'est bien d'en faire quelque chose, c'est une énergie, c'est bien d'en faire une action, c'est bien d'aller courir, c'est bien d'aller faire du sport, c'est bien d'aller l'écrire, de le méditer, etc. pour la relâcher, pour pas qu'elle reste et pas pour la donner à votre partenaire. Ensuite la troisième clé c'était partager, écouter davantage. Donc créez des espaces, des temps, des moments dans votre journée. Apprenez à mieux communiquer pour partager plus de votre monde à vous,
de votre monde émotionnel, pas que de votre monde factuel, de vos pensées, de vos rêves, de vos joies, de vos tristesses, de vos hontes, etc., etc. Ouvrez votre monde à votre partenaire. Vous allez voir que quand vous êtes dans une relation où vous avez la capacité d'accueillir l'univers de l'autre et que vous avez votre partenaire a la capacité d'accueillir le vôtre, c'est fantastique. De découvrir des petits bouts d'univers de l'autre, mais ça touche, c'est beau, c'est agréable, ça aide à rester amoureux, c'est fantastique. Voilà. Donc je pourrais que vous conseiller. Et enfin, c'était cultiver la gratitude, tout simplement, avec un petit rituel dans votre coin, en le faisant le matin, le soir, à deux, peu importe. Que penses-tu de ces clés? Quels conseils, toi, tu donnerais à un couple qui connaît des tensions? Si tu avais des meilleurs conseils à donner, si tu avais des clés à ajouter à ces 4-là, ça fait déjà 35 minutes, je ne vais pas vous faire un podcast de 2h30 en mettant 10. Il y en a plein d'autres, des clés qui peuvent vous aider. Il y en a d'autres sur le blog, il y en a d'autres ailleurs. Vous pouvez trouver pas mal de ressources si vous avez des problèmes de communication, de tension et de disputes. Voilà, n'hésite pas à les partager dans les commentaires ou que tu lises ou que tu écoutes le podcast, que ce soit sur mon blog ou ailleurs. Et enfin, j'aimerais t'inviter à laisser une petite note ou une petite étoile, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes le podcast. Ça aide vraiment à le faire connaître. Si tu penses que c'est utile, si tu connais des amis, des proches qui se disputent un peu trop souvent à ton goût, ou à leur goût surtout, plutôt que le tien, et tu penses que ça pourrait leur faire du bien, ces clés-là, tu penses que le contenu du blog ou du podcast pourrait être utile, n'hésite pas à le partager, ça me fera très plaisir de les aider. C'est pour ça que peut-être pas de les aider, mais de planter quelques graines. Je sais pas si je peux avoir la prétention d'aider tout le monde, mais cette idée de donner des pistes, de donner des solutions, de donner des outils, puis voir où ça mène les gens. Moi, il y a des outils qui m'ont amené ici et qui m'ont amené ailleurs, et des outils que j'utilise plus, etc. Et c'est un chemin, en fait. Et puis, des fois, ce sera ça le déclic. Ce sera peut-être pas ça la solution, mais ce sera ça le déclic, et c'est important. Et rappeler rapidement 2 choses que j'ai précisées au long du podcast, et je propose du coaching, un formulaire de contact sur www.grain.coeur-, donc www.grain-2-coeur.fr. Voilà, il y a un petit formulaire de contact, il suffit de me contacter, de m'expliquer un peu ce que tu veux et ce qui se passe dans ta relation, et puis après on échangera avant de commencer le coaching pour voir si travailler ensemble ça fait du sens. Et enfin, j'ai un e-book qui est disponible, 5 outils pour t'aider à mieux communiquer, qui est disponible en échange de ton prénom et de ton email. Comme ça te permet de t'inscrire aussi à la newsletter et de recevoir mes nouvelles, de recevoir régulièrement. J'essaie d'envoyer 2-3 mails par mois. Je ne spamme pas, je vais peut-être essayer d'être un peu plus régulier à l'avenir, mais pour donner un peu des nouvelles du blog, du podcast, les derniers épisodes, les derniers articles et d'autres choses autour de ma vie. Et du coup, voilà, je te souhaite une super journée. Merci de ton écoute et à bientôt. Salut!